Bienvenue sur Yann et Frank. 6500 auditeurs moyens. On est revenu dans le top 200 de Spotify. On s'est rendu compte, moi puis Frank, que finalement, quand on a dit qu'on était 22e, là, il y avait une passe un peu louche dans le calcul sur Spotify. Je pense qu'un nouveau podcast, c'est vraiment. Et vraiment, il y a une surenchère sur un nouveau podcast pendant quelques temps. Fait que les bons calculs se font maintenant. Là, fait que là, on est 174e ce matin. Ça fait quand même un peu plus de sens, on va se le dire, là, parce que de torcher le Canada au complet en décollant, c'est un peu weird. Euh, Fait que non, là, on est quand même content. Le retour dans le top 200, ça veut dire que les choses sont sous contrôle. On a des meilleurs chiffres que quand on a débuté. Fait que tout va bien pour le podcast, honnêtement. Là, vous êtes réellement présents et c'est apprécié. Je vais plugger la chaîne YouTube de Rebel News Québec aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'elle existe parce que tout le monde connaît Rebel News avec Ezra Levant, mais il y a une version québécoise. Puis j'ai donné une entrevue la semaine passée qu'on a fait un 15 minutes quand même sur l'inflation. Là. Fait que je voulais les remercier. Puis vous avez ça disponible sur leur chaîne YouTube. Ouais, j'en mets un extrait de quelques instants, les gens vont voir. Donc aujourd'hui, je me trouve en présence de Yann Sénéchal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de votreconseiller.net et également du fameux podcast de Yann et Frank sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour parler de l'inflation et des problèmes que ça engendre et également s'il y a une possibilité de contrer le tout. C'est pas pire, pareil, j'ai trouvé ça sharp au bout, moi, cette vidéo-là. En plus, ça nous plug dedans, tu sais. Ouais, Euh, puis ben, en tout cas, j'ai vu comment ils font aussi. Tu sais, c'est là que ben, il y a beaucoup de prod dans le vidéo parce que ça prend deux caméras pour faire de la production comme qu'ils font. C'est ça qui fait les transitions puis tout ça. Ils ont ouais. utilisé une banque d'images. Je sais pas si c'est du Shutterstock, par exemple, des choses comme ça. Fait que, tu sais, la production d'une vidéo, tu vois que c'est. Je sais pas combien de temps ça y prend. Ils sont deux personnes, parce que là, il y a la personne que vous voyez à l'écran, évidemment, mais il y a celle en arrière qui filme, qui va tout faire cette prod-là, probablement. Je sais pas combien d'heures qu'ils mettent là-dessus, mais je serais pas si surpris que ça que c'est entre 5 et 10 heures de production pour Oh, ouais, le c'est vidéo qu'ils c'est ont mis. assez long faire du vidéo, là, puis ça te prend un bon ordinateur. Tu sais, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Tu fais pas ça sur. Si tu veux que ça ressemble à ce qu'ils ont fait, tu fais pas ça sur le coin d'une table, là, évidemment, là. Fait que ça, tu sais, c'est. Non, c'est un bon produit. Fait que le titre, pour les gens, je vais le mettre peut-être dans la description du podcast, mais si vous entendez juste audio, vous ne regardez pas les notes, là, c'est Rebel News Québec, entrevue, les conséquences des mesures anti-inflation de Justin Trudeau. Donc, vous allez trouver le vidéo très rapidement. Je pense même que c'est un des derniers qui ont posté. Là, fait que ça va être facile à trouver. J'ai eu une bonne réflexion en fin de semaine, puis je me suis rendu compte, tu sais, des fois, justement, à cause de cette vidéo-là, je l'ai réécouté, puis je sais que tout le monde est un peu parti sur une chill, que la récession, tout le monde rit un peu de François Legault la semaine passée quand il dit 50% de probabilité de récession, nanana. Tout le monde prend pour acquis que c'est comme 100% le scénario probable de récession. Même j'ai certains clients qui commencent à m'appeler dans ce sens-là. Puis là, je me rends compte, tu sais, Ben, même, les mêmes gens, Yann, qui disent qu'il n'y a pas 8 d'inflation, mais c'est 40 puis ils ne nous disent pas le vrai chiffre, là. ouais, il y a ça, C'est puis le même genre d'affaire, là. mais ce que je me suis rendu compte, c'est même moi, j'ai regardé plus, j'ai remonté une couple d'entrevues en arrière pour vraiment regarder comment j'en parlais de la possibilité d'une récession. Puis même, je trouve que dans mon discours, c'est comme trop probable la manière dont j'en parle. Puis c'est un peu ça que. J'ai réfléchi beaucoup sur ça en fin de semaine, puis vendredi, en fait, en réalité. Puis je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fait défaut quand que je parle de récession. Quand je parle d'inflation, tout est correct, il y a pas de problème. Mais quand je parle de récession, j'en parle comme si effectivement c'était un peu trop certain, tu sais, dans le sens que qu'est-ce qui va mettre fin à l'inflation? Ça va être une récession, puis ça, à un moment donné, les gens ont pas. On n'aura pas besoin de monter les taux d'intérêt à 20 pour casser le cycle inflationniste parce que, tu sais, avec des hypothèques à 400 000 versus 30 000 dans le temps, ça va casser bien avant. Puis j'ai réfléchi beaucoup sur ça, puis je commence à mettre ça un petit peu en doute. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi matin. C'est que, oui, ce scénario-là, qu'il y a une récession qui met fin au cycle inflationniste qu'on vit présentement, peut-être qu'avec des taux d'intérêt à 6 tout va casser, on s'en va en récession, puis tout redevient sain par après. Euh, c'est un scénario qui est très probable. Honnêtement, c'est mon scénario préféré aussi, là. Soyons très honnêtes de ce côté-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui serait extrêmement sain pour l'économie que ça arrive.
Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut vivre quand même une boucle inflationniste comme on a vécu dans les années 80, puis ça, on n'en parle pas assez, je pense. Mhm. Tu sais, des fois, tu sais, on se dit, ouais, c'est parce que les gens sont tellement endettés présentement, ça n'a pas de bon sens, mais c'est parce que leur dette pourrait faire plus de sens avec des meilleurs salaires. Je m'explique un peu. Euh, L'inflation arrive, les coûts montent, les salaires montent. Les coûts montent, les salaires montent, les coûts montent, les salaires montent. On peut s'en virer de bord, puis dans 3-4 ans, avec un salaire médian au Québec de 100 000 là. Personne n'est plus riche, là, tout le monde comprend ça. Là. Mhm. Mais avec un salaire médian de 100 000, les hypothèques que les gens ont présentement, c'est plus un problème. Là. Ben, c'est le pari du gouvernement, ça, en fait, par rapport à sa propre dette, là. Carrément. Exactement, là-dessus, tu es coche. C'est l'inflation, c'est une manière de noyer la dette de l'État, là, d'une certaine manière, là. C'est Exact. ouais, je dois 300 milliards, on va dire, en dette. Mais là, il y a de l'inflation et de l'inflation. Mon PIB augmente à cause de l'inflation, de manière, si on veut, artificielle, parce qu'il n'y a pas de création de richesse supplémentaire, mais ça augmente parce qu'à cause de l'inflation, les prix augmentent, il y a plus de taxes, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Donc, au bout du compte, mettons, si ton cycle inflationniste dure 2, 3 ans, là, ben, ta dette est peut-être de rendu, mettons, à passer de 300 à 350, mais ton PIB il est passé, on va dire, de 300 milliards à 400 milliards. Fait que tu as réduit en réalité ton ratio dette sur PIB, là. Exact. Exactement, c'est exactement mon point. Puis je pense qu'on commence dans le discours ambiant à trop facilement écarter ce scénario-là des possibilités. Une inflation persistante avec des taux d'intérêt qui montent réellement plus, puis pas de récession, en fait. Parce que, puis pensez à la bourse, le comportement de la bourse, que s'il y a une récession qui commence à l'automne, tout le monde comprend que la bourse va continuer à descendre. Mais pour l'instant, quand tu regardes les secteurs consommation de base, énergie, banque, la bourse, oui, elle a baissé, mais elle n'est Ouais. pas en train d'envoyer des gros signaux là, comme de quoi c'est une catastrophe. Elle a corrigé le secteur des technos, elle a corrigé certaines affaires. Les crypto-monnaies se sont fait corriger solidement en fin de semaine. Là, ils se rétablissent un peu à matin. Mais c'est tout anecdotique. On n'est pas. Il n'y a rien qui. C'est pour ça qu'il y a présentement, je trouve qu'il y a trop de monde qui parle de récession comme si c'était probable à 100%. Puis je me dis, quand tout le monde commence à avoir le même discours, généralement, c'est pas ça qui arrive. Euh, Ouais. Ça, Mais c'est en un même peu. temps, tu sais, l'autre fois, quand on parlait comment on appelle ça, de foreign guidance, là, le fait que la banque centrale arrive Forward. avec un discours forward guidance pour shaper le narratif, puis shaper aussi l'action des gens. Moi, pas ma crainte, mais moi, mon idée, c'est que un moment donné, tu t'as tellement rentré dans la tête aux gens qui vont avoir une crise économique qui modifient leur comportement. Oui. Fait que finalement, ils ne changeront pas le char là, qu'ils avaient prévu le faire. Ouais, on avait prévu refaire la toiture du chalet, finalement, ça va attendre dans 2 ans, etc. Puis là, si tout le monde fait ça, ou si une masse critique de gens font ça, inévitablement, ça va nous crisser. Tu sais, en psycho, ils appellent ça l'autoréalisation de la prophétie, là. C'est que tu arrives avec une histoire qui est probable à un certain pourcentage, mais tu te conditionnes tellement à croire que ça va arriver que tes actions font en sorte que ça arrive, autrement dit, là. Parce que c'est Ben, sûr que si tu répètes tout le temps aux gens que on s'en va dans le mur, on s'en va dans le mur, il va y avoir un gouffre, il va y avoir un gouffre. Si tu es quelqu'un comme moi qui fait attention à ce qu'il fait, là, tu vas faire ouais, OK, t'as peu. Finalement, on fera peut-être pas ça. Finalement, telle affaire. Puis si on est 40 du monde à faire ça ou 30 du monde à dire finalement, j'achèterai plus ça. Finalement, je vais faire ça. Finalement, je coupe là-dessus, je coupe là-dessus. Finalement, Chris, c'est sûr que tu vas avoir un ralentissement économique, là. ouais, puis tu sais, je me suis mis à me questionner beaucoup sur le comportement des employeurs. Est-ce que les salaires vont suivre? Puis je pense que les salaires commencent à suivre pour vrai. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, une augmentation de salaire pour mes employés en milieu d'année. Là. Jamais, jamais, jamais fait ça. J'ai été obligé de le faire. Mais je suis là, je dis, non, non, ça n'a pas de bon sens. Là, les chiffres sortent, puis on a fait une augmentation de salaire pour nos employés là. On n'avait pas le choix de le faire. Mais qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça? C'est que je suis allé manger dans un AEW, puis il engageait quelqu'un à 18$ de l'heure. Là. Pas 16,75 comme au McDo, là, 18. Là. Là, je fais, attends une minute, là, tu vas flipper des boulettes. Ok, c'était de soir, là, blablabla, mais tu vas flipper des boulettes à 18$ de l'heure. Tu te dis, attends une minute, là. Non, C'est. non, c'est ça, là. Fait que là, t'es là, tu te dis, attends, le flipper de boulettes, présentement, gagne 18. Est-ce qu'il va revenir à 15? Je pense pas. Euh, il va-tu gagner 20 l'année prochaine? Puis il va-tu gagner 24 dans 2 ans? Parce que si c'est réellement ça qui arrive, il n'y en a pas de récession, les amis. Là. Il n'y a pas de récession en vue. Là. Il y a juste une explosion des prix, une explosion des salaires, puis un méga réajustement.
Mais l'endettement des ménages, qui est si problématique présentement, va devenir un moindre mal. Tu sais, sur le groupe de Radio Pirate, on partageait des choses un matin, comme de quoi que il y a de plus en plus de gens avec l'augmentation des taux d'intérêt sur 30 ans, par exemple, aux États-Unis, parce qu'ils ont le droit de faire des hypothèques sur 30 ans de leur bord. Ça faisait en sorte qu'il y a 30-35 des gens qui n'avaient plus les moyens de s'acheter une maison d'un certain prix de 400 000 Ouais, ouais. à cause que leur salaire n'a pas suivi. Fait que là, tu es là, tu dis, il y a une solution à ça, c'est une baisse du prix des maisons. Donc, on prévoit d'une certaine façon un crash immobilier. Oui, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Les salaires peuvent augmenter. Puis c'est là que je trouve, présentement, je pense que cet été, on est dans un point tournant. Est-ce que les salaires vont se mettre à augmenter vite dans les entreprises? Et si les salaires augmentent vite dans les entreprises en même temps que les prix, parce que pour offrir ça, les employeurs vont probablement augmenter leurs prix aussi, on peut en faire quelques cycles de ça, là. Ça peut être une roue qui tourne pendant plusieurs mois, plusieurs années, là. Ah ouais. Il n'y aura pas de récession dans ce scénario-là. Puis c'est là vraiment, je trouve que même moi, je fais défaut un peu. Je parle un peu trop de la récession comme si c'était probable. Mhm. Pas probable, mais certain. C'est certainement probable, mais ce n'est pas certain. Euh, Ouais. Puis ça, je pense que c'est la nuance qu'il faut vraiment faire attention. Puis d'une manière historique en finance, là, quand tout le monde dit la même chose, c'est pas ça qui arrive, là. Tu sais, quand tout le monde veut acheter des bitcoins en même temps, c'est là que ça plante. Puis quand tout le monde trouve que c'est de la merde, c'est là que ça monte. Joamel s'amuse souvent avec l'indice McSween, là. Quand Pierre-Yves Ouais. McSween parle de Bitcoin, généralement, c'est là que ça va se mettre à monter. Moi, je pourrais dire, il y a une contrepartie à ça. Quand Joe en parle beaucoup, c'est là que ça va commencer à baisser. Euh, mais c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment un mood que les gens sous-estiment. Puis c'est ça qui ramène toujours une dose d'humilité quand on fait du commentaire et qu'on essaie de prédire un peu l'avenir sans la prédire. Moi, j'essaie toujours d'éviter de prédire l'avenir. Puis je commence à me rendre compte que même moi, d'une certaine façon, je parle du scénario de récession avec une trop forte probabilité. Ouais. Puis c'est quelque chose que il faut que j'ajuste dans mon discours. Fait que c'est le Ben, genre de en fait, réflexion qu'on a à faire, je pense, quand on parle de finances, hein. ben, l'économie, c'est un petit peu comme la politique, là. Tu sais, qui va vous faire à croire? Tu sais, mettons qu'on est capable de se projeter dans le temps, là. Qui avait prédit en 2006, 2007, 2008, hey, dans 10-15 ans de ça, là, euh, le Parti québécois va être à 8%. Puis sur le bout que vous n'avez pas compris, c'est que les libéraux, là, ouais, ça va vivoter de même. Tout le monde va être en train de se. Là, le monde se disait, ben, les libéraux sont au pouvoir majoritaire en ce moment. Puis on voit personne pour les tasser. Hum. C'est ça l'affaire, là. Puis même en 2014-2015, moi, je voyais Philippe Couillard installé là, puis je me disais, il va probablement faire un deuxième mandat. Non, oui, puis on voyait Philippe Couillard là pour 10 ans, tu sais. Ah non, Euh, c'est. Puis, peut-être on peut glisser un mot là-dessus, parce que la semaine passée, dans le dernier podcast, il y avait une histoire d'un sondage ouais, qui on était. a fini par les avoir, les chiffres, là. On a fini par les avoir. Finalement, le sondage croustillant que. Il n'est pas croustillant pantoute. Ben, en fait, je pense que l'affaire qui parlait, c'était le truc sur la souveraineté. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était plus ça, parce que là, il y a eu un sondage là, qui. D'ailleurs, c'était très drôle dans ce sondage-là. On a appris que, en gros, la moitié des gens qui votent pour la CAQ seraient des souverainistes. Ça ne nous Ah oui. surprend pas vraiment. Il y a 10% des gens qui votent pour le PQ qui sont contre la souveraineté. Celle-là, C'est quoi ça, man? celle-là est solide en crise. Et l'autre bout qui est drôle, c'est qu'il y a plus de la moitié des gens qui votent pour Québec solidaire qui sont contre l'indépendance du Québec. Mais c'est Alors un que le parti parti souverainiste. alors que le parti, non seulement il est souverainiste, Yann, mais eux, s'ils sont élus, il n'y a pas de référendum, ils déclenchent ça, là. Hein? Ben oui. Il y a pas, Ben, le j'ai jamais vu ça, moi. Québec solidaire, il n'y a pas de référendum. Eux autres, s'ils sont élus, ils déclenchent l'Assemblée constituante. Là, c'est genre une espèce de processus où ils vont écrire la Constitution du Québec avec des assemblées citoyennes, puis ils déclenchent l'indépendance. OK, à méthode communiste, là. Tu sais, c'est genre, on vous demande pas permission, on le fait. Ben, ils nous ont élus, ils nous ont élus. Astifi. Tu OK, comprends? c'est très Québec solidaire. Ben, c'est quand même drôle de savoir. Tu sais, moi, je veux dire, moi, si j'étais. Mettons que je suis un fédéraliste vraiment convaincu, mais de gauche, je sais pas si je voterais pour un parti de même. Tu te dis, je peux voter tant qu'ils sont à 10%, mais si jamais ça monte, je vais peut-être me garder une gêne Hey, parce mais que. il y a bien juste les Québécois pour s'exciter. Parce que sérieusement, le gars, quand il parlait de son âge, j'ai vraiment des bons chiffres, ça va être croustillant. Moi, je suis là. Ils sortent-tu tes chiffres? Sortent-tu tes chiffres? Là, j'ai vu cette merde-là, c'est la souveraineté sortir. Ça m'a zéro intéressé, je les ai à peine checkés.
Puis là, après Ouais, c'est ça, ça. le lendemain, les chiffres d'intention de vote provinciale sont sortis, puis somme toute, c'était des chiffres très Ouais, il y standards, a il y a pas eu stables, là. de il y a pas eu de grosses surprises là-dessus, là. Bon, je l'ai fait apparaître à l'écran sur le site de Québec 125. Donc, c'est le dernier qu'on voit en haut là, ici Main Street, qui est quand même une très bonne maison de sondage là, dans la cotation. Donc, CAC 40, PLQ qui a une légère remontée 21, QS qui continue de descendre à 12, le PQ qui est en bas de 10 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 sondages consécutifs Le et le double digit PCQ, le double digit est officiellement terminé pour le PQ. c'est terminé. Et le PCQ, dont certains s'étaient excités en disant il va y avoir une baisse. Qu'il y a quelqu'un qui avait dit ça, PCQ baisse de 3 ou je sais pas trop. Mais en Pas en tout. réalité, PCQ est en hausse, là, rendu maintenant à 17 devant QS, devant le PQ. Je dirais que par rapport aux libéraux, on est peut-être un peu dans la marge d'erreur. Moi, la légère remontée des libéraux, à mon avis, est un peu attribuable à toute la patente de 96 puis tout. C'est clair que tu as des Anglos ou en tout cas des gens de la région de Montréal Mmh. qui ont. En fait, tu sais quoi, ce que je comprends pourquoi ça s'est excité peut-être? Si tu compares Main Street à Main Street, tu as une forte baisse du PCQ, 24 à 17. Moi, je pense que ça doit être ça, le patente, là. C'est pour ça que Ouais, mais ça OK, s'est excité assez, mais si tu prends l'autre Main Street du début de l'année, PCQ est à 13. ouais, exact. En fait, C'est. on comprend, je pense, que le Main Street du 14 mars a l'air d'un outlier. La CAQ à 36, puis c'est un outlier parce qu'on est le 14 mars aussi, là. On est encore vraiment Ouais, ouais, ouais. confinés beaucoup, les gens sont en sacrement, puis la CAQ poussait le bouchon pas mal pour rien à ce moment-là. Mais Mhm. tu sais, là, ce qu'on se rend compte, c'est que le Main Street s'est un peu restabilisé. La CAQ, si on oublie le sondage du 14 mars, là, la CAQ passe de 38 à 40, le PLQ de 20 à 21, QS de 19 à 12. Ça, c'est la grosse histoire dans ce sondage Main Street-là. Le Ouais. PQ de 10 à 8 et le PCQ de 13 à 17. Fait que c'est le fait d'avoir flatté le caribou là, récemment du côté de la CAQ a fait en sorte qu'ils se sont ramassés à peu près avec les mêmes intentions de vote qu'il y avait au début de l'année. Le PLQ aussi, c'est freiner sa descente, a même retrouvé ce qu'il y avait en début d'année. Le Mhm. PCQ a continué de monter, puis QS et le PQ sont à la baisse. Ça, c'est si on regarde juste les Main Street, avec la même Ouais, genre de méthode, puis tout ça. Fait que, tu sais, absolument. fait que j'essaie de. Tu sais, je pense que l'effeuilleuse qu'on parlait la semaine passée, là, le gars de Canada 338, là, il a un peu trop vendu sa salade. Là. Moi, quand il a parlé, il y a des chiffres excitants, tout ça, je me doutais que c'était comme une catastrophe PCQ, ou encore il y avait un changement de chaîne majeur au Québec. Non, c'est ça, là. Puis tu sais, Écoute, quand tu regardes le détail, là, parce que ça aussi, c'est tout le temps la grosse patente, c'est comment ils répartissent aussi les indécis là-dedans. ah Parce oui. que tu as 13 d'indécis, puis ils en donnent plus que la moitié à la CAQ, là. Tu sais, c'est tout le temps ça aussi, là, que tu sais jamais trop. C'est un peu louche, ça, parce que, tu sais, je pense qu'il y a personne qui est gêné présentement de dire qu'il vote la CAQ, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, ça, c'est spécial aussi, là. Moi, je pense que les Euh, gens sont gênés de voter PCQ, fait qu'ils sont pas prêts à le dire publiquement. Ça peut être un peu sensiblement la même chose pour Québec solidaire, mais Mais tu tu sais, sais, le il se reste, passe de quoi quand même avec le branding conservateur? Ça, c'est clair et net et précis. Quand tu regardes tous les sondages, là, regarde, j'ai un peu le détail ici, je peux le partager aux gens, là. Sur Internet, vous pouvez aller voir les détails de ça, là. Je ne sais pas si je suis capable de agrandir un peu. l'agrandir un peu. Ouais, OK, parfait. Quand on regarde ici le 18-34 ans, là, les conservateurs sont deuxièmes à 22,3 des intentions de vote. Ce qui est pas un Juste classique derrière. normalement, là. Ben non, c'est pas non, le chiffre qui est normal, c'est QS. Tu sais, les Oui, jeunes, les ça c'est cégeps, les normal. universités, moi, ça me surprend pas pantoute. Par contre, regardez ce qui se passe. QS, 18-34, 28. On saute dans la gamme 35-49, on tombe Pre- à 10. Premier rapport d'impôt QS, c'est fini. Mais regarde les conservateurs, comment le chiffre est stable. Exact. 22,3, 22,2. Les conservateurs sont bien alignés avec les jeunes familles. Fait que juste tant que la personne n'a pas 50 ans, là, il y a une ouverture d'esprit aux conservateurs. Mais tu sais, jamais.
j'aurais pensé dire ça dans ma vie. C'est pour ça que je te disais, tu sais, les prédictions, tout. Mais jamais j'aurais pensé dire un jour dans ma vie, ouais, le défi d'un parti conservateur, là, ça va être de faire sortir le vote des jeunes. Exactement. C'est spécial de dire ça pareil, là. Tout à fait. Tu sais, tu vois où est-ce que c'est un petit peu plus dur pour le Parti conservateur. Du côté des femmes, c'est un petit peu plus difficile, plus facile du côté des hommes. Tu vois évidemment le Mhm. 65+, qui est la catégorie d'âge payant parce que c'est un vote qui sort facilement, c'est un vote qui est plus solide un peu, qui est plus par habitude. Le Parti conservateur n'est pas là pantoute, puis il ne sera jamais là. En fait, ça serait très surprenant de voir les 65+ un jour voter conservateur. Mais tout le pain et le beurre de la CAQ est là. Oh oui. Euh, Puis tu sais, quand tu vas après ça par région puis par langue, tu sais, on dit tout le temps, ah, Montréal, ville de Bobo, blablabla. À Montréal, là, les conservateurs sont en avant de QS. 9,2 sur l'île, 8,6 hey, pour QS. c'est intense, ça? Moi, ce que j'aime, là, ça va être drôle aux élections. Le show aux élections, ça va être la région de Québec. Québec, région métropolitaine, 24 pour la CAQ, 22 pour les conservateurs, PQ Ouais, 7, libéral, bon, OK, des courses à deux. ça Des, va être des shows de lutte, là. des courses à deux partout dans la région de Québec. Ça va être spectaculaire. L'autre affaire aussi qui est intéressante de ce sondage-là, c'est le vote non francophone. Conservateur à 11 devant QS, devant le PQ, évidemment. Les libéraux peuvent être en danger dans certains endroits, là. Le 31% de non-francophones de la CAQ, qui me surprend beaucoup, moi. Ouais, ça, je trouve que c'est un peu weird comme Hey, chiffre, ça là. flatte le caribou. Ah ouais, la grosse ceinture fléchée à tout bout de champ. Les immigrants parlent pas assez français, blablabla. Crime. Mais tu vois que c'est dangereux parce que regarde le PQ, il est où, là? Ben, la vraie place de la CAQ, c'est le même chiffre que ça, là. Exactement. Ça, Fait ça que tient ça, pas à route. c'est. Ce bout-là du vote caquiste, je trouve qu'il tient pas à route. Ben, je pense qu'il y a peut-être un bout là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui avaient extrêmement peur de la COVID, là. Fait que je sais pas, tu sais, je sais pas trop, là. Il Ben, y a peut-être un bout là-dedans, là. dans tout ce qu'on voit, là, l'histoire de flattage de caribou, là, c'est un extrême mauvais calcul politique de la CAQ. Ah oui. Je vois pas en quoi ils gagnent des points à faire des affaires de même. Non, non, il y a pas, il y a pas vraiment de logique là-dedans, là. Mais c'est ça. Fait que va pour les sondages qu'on avait à partager aujourd'hui. Fait que ça donne une bonne idée aux gens de ce qu'il en était. Alors, revenons 2 secondes sur l'histoire du pont Pierre Hum. Laporte. Il y a un auditeur qui nous a écrit. Euh, Ah, ben, gang, on regarde, sait tout. ouais, c'est ça. Ben, regarde, commençons par ça. J'ai envie de commencer par ça. Ça va être drôle. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu s'ils suivent mon compte Twitter. On fait juste De écouter 7 ans un petit présentement en extrait. cours risque bien d'allonger son existence. Attendez, je vous le remets au début. Aujourd'hui et demain, le Téléjournal vous fait entrer au cœur du pont Pierre-Laporte. On y passe à tous les jours pour plusieurs, mais on le connaît bien mal. J'ai eu un accès privilégié à la structure. J'ai pu voir de près, vous savez, ces immenses câbles-là qui soutiennent le tablier du pont. Et j'ai pu sur place sentir, voir, parce que ça se voit, le mouvement qui est créé par le passage des voitures et des camions. En principe, il est au milieu de sa vie utile. Mais le plan d'entretien de 7 ans présentement en cours risque bien d'allonger son existence. Entrons au cœur de ce géant de béton et d'acier. Fait que Le tout va pont bien. Laporte a 50 ans. Je le regarde. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Il semble bien se porter, ce pont-là. Effectivement, là, on pourrait dire à 50 ans qu'il a quand même bien vieilli. C'est un ouvrage là, qu'on espère là, conserver encore pendant un autre 50 ans ou un autre 75 ans. Donc, Christian Mercier. Christian Mercier qu'on vient de voir. Lui, ce reportage-là, c'est en 2020, automne 2020 de mémoire. Le Radio-Canada fait un reportage sur le pont Pierre-Laporte, interview cet ingénieur-là qui est responsable du MTQ Région Chaudière-Appalaches de mémoire. On arrive au temps présent, la semaine passée. Qu'est-ce qui sort la semaine passée? Il sort un article de Radio-Canada encore, on en a parlé,
Pont Pierre-Laporte, il est minuit moins une. Et là, tu as le lanceur d'alerte qui dit attention, le pont, il est dangereux. Et il y a même des citations assez inquiétantes dedans. Là. Il faut absolument éviter la rupture d'une ou de plusieurs suspentes avec comme finalité, peu probable mais potentielle, une catastrophique rupture en cascade pouvant ultimement causer l'effondrement de l'ouvrage. Et qui est interviewé dedans? Christian Mercier. Salut, Christian Christian. Mercier, lui, il dit moi, j'ai pas vu le rapport. Je sais pas de quoi vous parlez. Puis tout est correct, là. Fait que je sais pas trop c'est quoi le. Ah, puis c'était arrogant, ses réponses à la journaliste. Sérieusement, ceux qui ont pris la peine d'écouter le reportage, là, t'es là, tu te dis, il est vraiment au-dessus de ses affaires, ce gars-là. Là. Il fait comme si Ouais, ouais. il balaie tout Mais ça du là, revers de la main. mais Là. là, tout ça n'est pas vrai, évidemment, mais le lendemain, qu'est-ce qu'on a? On a Bonnardel qui annonce un peu de manière précipitée. Ouais, ouais, le remplacement des suspentes va être accéléré parce qu'effectivement, là, c'est inquiétant, etc. Fait que là, faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Euh, la même journée, en fait, le lendemain, je l'ai quelque part ici, on a, je vous trouve ça, le pont Pierre-Laporte est sécuritaire, assure François Legault. Sous quel prétexte, je ne le sais pas. Mais Legault, lui, dit il est sécuritaire. Et là, il y a un auditeur qui nous a écrit, il nous a dit ouais, le gars là, qui dit dans le reportage de 2020 que le pont il est bien correct, qu'il va être encore bon 75 ans, puis Christian que Mercier. l'année d'après, quand on nous dit finalement, ça se peut que les câbles soient un peu en train de péter, il y a des faiblesses, puis que le gars il dit je ne sais pas de quoi vous parlez, Christian Mercier, ben, il y a un antécédent avec ce monsieur-là. Je vous lis un bout ici d'un article. L'ingénieur Gilbert Bossé, de la direction de Laval-Mine-Hill du ministère des Transports, avait demandé aux experts de la direction des structures du ministère à Québec à venir inspecter plus à fond le viaduc de la Concorde, parce qu'il s'inquiétait de l'état des chaises du viaduc, d'autant plus que le bout du tablier y était appuyé. Euh, le Tout le viaduc de monde la se rappelle, Concorde, tout le monde se rappelle ce qui était arrivé avec ce viaduc-là. Là. ben, regarde, je peux vous mettre des images à l'écran. Là. Vous voyez, les viaducs de la Concorde, là, c'est ce gigantesque viaduc ici là, qui s'est effondré. On en voit des images un peu partout. Il y a des voitures là, prises en dessous. Le viaduc est tombé à terre. En tout cas, c'est en 2006 ça, ou 2007. Dans ce coin-là. Quelque chose comme ça, si on se ramène dans le temps. Et là, dans les articles qu'on voit, l'ingénieur Christian Mercier, de la direction des structures du ministère des Transports du Québec, a effectué une inspection spéciale du viaduc de la Concorde en juillet 2004. C'est un nom Et le poli. monsieur dont on parlait avant, là, Gilbert Bossé, lui, c'était à l'époque le whistleblower, un peu comme celui qui vient de parler du pont. Lui, il disait hey, l'état de la structure est inquiétante, il y a des fissures qui sont apparentes, il y a de quoi qui ne fonctionne pas avec le viaduc. Et là, attendez bien, l'avocate de la commission, Marie Cossette, a questionné la méthode de travail employée par M. Mercier, qui a utilisé un simple marteau de maçonnerie pour inspecter le viaduc de la Concorde. L'ingénieur a admis que cette méthode ne lui permettait pas, évidemment, de déterminer si le béton répondait bien au cycle de gel-dégel ou des effets de l'eau sur le ruissellement de la structure. Le viaduc a cédé en septembre 2006. Fait que lui, en 2004, il est allé voir, puis Il a dit tout est beau. il a dit tout, il est correct. 2-3 coups de marteau sur le bord du viaduc, puis la vie est belle. Ce gars-là est encore à l'emploi, puis il a l'air d'occuper un rôle plus grand qu'avant. Ben, à moins qu'on se trompe, puis qu'il y a 2 Christian Mercier, c'est pas impossible. Si c'est le cas, on s'en excuse, mais si c'est le même monsieur, là, moi, du moment que tu as ça dans ton actif, je veux rien savoir. Tu me dis qu'un viaduc est correct, qui s'est effondré sur des gens. Là. Je veux pas ton opinion savoir si le pont il est bon ou pas. Là. C'est-tu clair? C'est-tu sérieux, là? C'est. Ça n'a pas de bon sens, style. Puis là, qui va parler de ça? Déjà, le reportage qui dit le contraire de celui qui est sorti cette semaine, il y a juste moi qui en a parlé parce que je suis allé fouiller les archives puis je l'ai trouvé.
Personne ne parle de ça. Tout le monde fait comme si le pont Pierre-Laporte, là, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il n'y a aucune Au nouvelle courant. là-dessus. On n'est pas au courant. Hey, puis c'est même le même gars qui anime l'émission qui questionne Bonardel après, puis qui dit ouais, mais si on n'était pas certain des informations du lanceur d'alerte, on n'aurait pas passé ça à la TV. Mais lui, il se rappelle pas que l'année d'avant, il est allé dans le pont puis qu'il s'est fait dire par quelqu'un que tout était correct. Oui, puis c'était quoi l'intérêt? Tu sais, Bruno Savard, c'est pas un Ah non, ingénieur. mais C'est pas à lui on de déterminer comprend. si le pont est correct ou pas. Là. Non, mais il y aurait. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu mettre en concordance les deux Non, oui. documentaires ensemble, les deux reportages, puis poser la question que moi j'ai posée. Qui dit vrai là-dedans? Parce que le pont, là, il n'est pas brisé depuis 2 ans. On s'entend, là? Mais tu sais, moi, c'est l'imputabilité au gouvernement est où? Tu sais, c'est parce que à toutes les. Tu sais, regarde ce qui s'est passé avec le CHSLD Aaron. On l'a-tu toasté, la madame? On l'a toasté. Bord en bord. C'était privé. C'était privé. Et le monde, on l'a envoyé en prison. C'est privé. Quand il y a une entreprise privée qui fait de la merde, là, hey, là, ouais, toi. Les journalistes, la population, pendez-les par les pieds ou par les couilles, à la limite. Ça va être encore plus drôle. Tu sais, c'est vraiment de même qu'on pense, là, comme peuple. Quand c'est le gouvernement, enfin, une commission d'enquête. Ben, check ce qu'ils ont fait au PDG d'Air Canada. Le gars, c'était quoi son crime? Il parlait en anglais. Hey, les textes sur lui, il devrait démissionner. On ne devrait pas tolérer ça ici. Mais ils sont où les textes pour dire, écoutez, là, ça, là, c'est grave, là. C'est grave d'aller dire, écoutez, j'ai inspecté la structure. À mon avis, donner 3-4 coups de marteau sur le bord, ça a l'air bien correct. Elle s'effondre. Excusez-moi, là. Mais imaginez une seconde. Faisons juste l'exercice mental. Vous êtes, mettons, des filles qui nous écoutent, je ne sais pas si les gars, ils sont beaucoup là-dedans, là, mais vous avez une garderie en milieu familial. Il y a votre galerie en avant, là, elle commence à chambranler un peu. Fait que là, le soir, tu te dis, ben, regarde, on va faire venir quelqu'un demain pour vérifier parce que je me semble que c'est pas safe. Et là, il y a une personne qui vient, il regarde, non, c'est bien correct, touchez pas à ça. 2-3 coups de marteau. 2-3 coups de marteau, tout est correct. Et 3-4 jours après, il y a un enfant qui marche dessus et il tombe à l'intérieur de la galerie, puis il se blesse gravement. La personne qui a fait l'inspection, ben, vous a dit ça, là, elle est imputable. Vous pouvez la poursuivre pour ça, là, pour négligence ou mauvais peu. Tu sais, c'est grave de faire ça. Et là, imaginez, c'est un viaduc avec du monde qui sont morts. Là. Puis il y a beaucoup de monde présentement qui craignent pour le pont La Porte. Là. Ben là, tu sais, l'autre qui arrive à la TV, ben là, vous devez rassurer le monde. Là. Vous pouvez passer dessus, là, il n'y a aucun problème. Là. Il est sécuritaire. Ben, il est sécuritaire, il est sécuritaire comme l'était l'autre. Parce que quand tu relis les articles de l'époque, Le même gars. ben oui, puis l'ingénieur inquiet s'était fait rassurer par le ministère des Transports. Regarde, ça, c'est le journal Le Devoir, le 15 mai 2007. L'ingénieur, là, Gilbert Bossé, qui a dit, qui est sorti, puis qui a dit le viaduc, là, il y a un petit problème. Là. Aux yeux de l'ingénieur Bossé, regarde bien la manière de s'exprimer qui ressemble étrangement à ce qu'il y a dans l'autre article. C'était seulement une question de temps avant que le viaduc ne soit réparé, puisqu'il avait été inscrit au plan quinquennal de réparation du ministère. Ça ressemble pas ça à la patente, là, genre, les suspentes, inquiétez-vous On va pas. devancer le plan qui était déjà en cours. Il y en a 260 à remplacer. On avait fait 20. Chose de même. Là. Ouais, 160, bien on fait genre 10, un truc de même. Ah. Tu sais, quand les gens, puis c'est drôle parce Sont que où les gens pour réclamer la démission de ce gars-là? Ben, regarde, on termine la partie gratuite là-dessus. Les autres, suivez-nous sur Patreon pour la suite de tout ça. Là. Mais sur Twitter, cette semaine, Thomas Gerbet mettait un truc du genre « Ouais, la confiance envers les journalistes baisse de plus en plus. Est-ce que ce serait pas à cause de telle affaire ou telle affaire? » Ben, est-ce que ce serait pas à cause de genre ça?